Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. Traduction d'Hélène Florea, des éditions Librio. La dialectique éristique. La dialectique éristique est l'art de mener un débat de manière à avoir toujours raison, donc quels qu'en soient les moyens, per fas et nefas. Il arrive en effet qu'on ait objectivement raison, tout en ayant tort aux yeux de son auditoire, parfois même à ses propres yeux, et ce lorsque l'adversaire réfute la preuve que j'avance, et que cette réfutation porte sur la proposition elle-même, qui pourtant admettrait d'autres preuves, auquel cas la réciproque s'applique à l'adversaire. Il a raison, et ce en ayant objectivement tort. La vérité objective d'une thèse et sa validité aux yeux des disputants et de l'auditoire sont deux choses bien distinctes. Et c'est sur cette dernière que je porte la dialectique. À quoi cela est-il dû ? À la nature mauvaise du genre humain. Si ce n'était pas le cas, si nous étions fondamentalement honnêtes, alors tout débat partirait simplement du principe qu'il faut rechercher la vérité, sans se préoccuper de savoir si elle se conforme à l'opinion que nous avions initialement formulée ou à celle de l'autre. La question n'aurait aucune espèce d'importance, ou du moins serait tout à fait secondaire. Mais en l'occurrence, c'est primordial. Notre vanité innée, particulièrement susceptible en matière de facultés intellectuelles, n'accepte pas que notre raisonnement se révèle faux, et celui de l'adversaire recevable. Pour ce faire, chacun devrait tâcher de ne rien émettre que des jugements justes, et donc de réfléchir avant de parler. Mais chez la plupart des hommes, la vanité va de pair avec un goût pour la palabre et une mauvaise foi tout aussi innée. Ils parlent sans avoir eu le temps de réfléchir, et même s'ils constatent par la suite que ce qu'ils affirment est faux et qu'ils ont tort, ils s'efforcent de laisser paraître le contraire. Leur intérêt pour la vérité, qui la plupart du temps constitue pourtant l'unique motif qui les pousse à défendre la thèse qu'ils pensent vraie, s'efface alors complètement devant les intérêts de leur vanité. Le vrai doit paraître faux et le faux vrai. Il existe toutefois une excuse à cette mauvaise foi qui nous conduit à camper sur une position qui nous paraît pourtant erronée. Souvent, nous sommes d'abord fermement convaincus de la vérité de ce que nous affirmons, mais voilà que l'argument adverse semble la faire vaciller, et si nous renonçons alors, nous découvrons souvent après coup que nous avions bien raison. Notre preuve était erronée, mais il existait une preuve recevable pour étayer notre thèse. L'argument providentiel ne nous était pas venu à l'esprit en temps voulu. Ainsi se forme en nous la maxime selon laquelle nous continuons à débattre d'un contre-argument, quand bien même il nous paraîtrait juste et pertinent, croyant que sa validité n'est qu'illusoire, et qu'au cours du débat nous viendra un argument permettant de le contrer ou d'entériner notre vérité d'une façon ou d'une autre. Aussi sommes-nous sinon contraints, du moins incités à la mauvaise foi dans le débat, de telle sorte que les faiblesses de notre entendement se trouvent soutenues par la nature corruptrice de notre volonté, et vice-versa. Si bien qu'en règle générale, on ne se battra pas pour défendre la vérité, mais pour défendre sa propre thèse, comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, puisque comme nous venons de le montrer, il est parfois impossible de faire autrement. En règle générale, chacun cherchera donc à imposer sa position, quand bien même elle lui paraîtrait alors fausse, ou bien même douteuse. Et c'est sa nature mauvaise et rétorse qui lui fournira les moyens de ses fins. Ce d'autant plus qu'elle sera guérie par l'expérience quotidienne du débat. Chacun possède donc sa dialectique naturelle, tout comme il a sa logique naturelle. Mais la première ne le guidera pas aussi sûrement que la seconde. Nul n'est facilement disposé à mener un raisonnement
ou à tirer des conclusions qui iraient à l'encontre des lois logiques. Les jugements erronés sont fréquents, les conclusions erronées bien plus rares. Un homme sera rarement dépourvu de logique naturelle, mais pas de dialectique naturelle. Il s'agit là d'un don bien mal réparti, à l'image de la faculté de juger, et contrairement à la raison, très largement partagée. De fait, il arrive souvent qu'on se laisse confondre ou réfuter par une argumentation spécieuse, alors même qu'on a raison, et inversement. Et celui qui sort vainqueur du débat ne le doit bien souvent pas tant à la justesse de son jugement dans l'articulation de sa thèse qu'à sa ruse et son habileté à le défendre. Comme c'est souvent le cas, un don inné reste le meilleur allié qui soit. Toutefois, s'exercer au débat en réfléchissant aux manœuvres par lesquelles nous défaisons l'adversaire, ou que lui-même utilise pour nous défaire, peut être un atout non négligeable pour passer maître en cet art. Donc, s'il est vrai que la logique ne s'avère pas d'une grande utilité pratique, c'est en revanche bien le cas pour la dialectique. Il me semble qu'Aristote a lui aussi conçu sa logique, à proprement parler, dans ses analytiques, avant tout comme fondement et préalable à sa dialectique, qui est ce qui lui importait le plus. La logique s'intéresse à la seule forme des énoncés, la dialectique à leur contenu ou à leur substance, c'est-à-dire à leur fond. Et c'est bien pour cela que l'étude de la forme, c'est-à-dire du général, devait précéder l'étude du contenu, c'est-à-dire celle du particulier. Aristote ne définit pas l'objectif de la dialectique aussi précisément que je viens de le faire. Comme objet principal, il mentionne, certes, l'art du débat, mais aussi la recherche de vérité. Allez voir du côté de la première topique. Plus loin, il répète qu'on appréhende nos énoncés différemment selon la perspective adoptée. Dans une perspective philosophique, c'est en fonction de la vérité, et dans une perspective dialectique, c'est en fonction de l'opinion et de l'approbation d'autrui. En grec, doxa, c'est-à-dire à des fins d'apparence. Première topique. Il est vrai qu'il s'attache à distinguer entre la vérité objective d'une thèse et la façon de l'imposer ou d'obtenir l'approbation. Mais la distinction opérée n'est pas assez stricte pour assigner cette dernière finalité à la seule dialectique. Les règles qu'il édicte pour obtenir l'approbation se confondent ainsi souvent avec celles permettant d'atteindre la vérité. Il me semble donc qu'il laisse la question en suspens. Dans ces topiques, Aristote a entrepris, avec l'esprit scientifique qui le caractérise, une description extrêmement méthodique et systématique de la dialectique, ce qu'il faut saluer, même si le but, de toute évidence pratique, n'a pas été réellement atteint. Après avoir, dans les analytiques, étudié les concepts, les jugements et les conclusions dans leur pure forme, il s'attaque désormais au fond, et donc aux seuls concepts, puisqu'ils sont le lieu même où loge le contenu. Les propositions et les conclusions ne sont en elles-mêmes que pure forme. Ce sont les concepts qui abritent le contenu. Sa démarche est la suivante. Dans tout débat, il y a une thèse ou un problème qui ne diffère que dans la forme, puis des propositions censées servir à la résoudre. Tout se joue donc au niveau de l'articulation des concepts entre eux. On dénombre 4 types d'articulation. D'un concept, on cherche en effet à définir, premièrement, son facteur ou sa condition, deuxièmement, son genre, troisièmement, son propre ou proprium, ou encore idion, autrement dit sa particularité, sa caractéristique essentielle, et quatrièmement, son accident ou accidens, c'est-à-dire une propriété, qu'elle lui soit exclusive ou non d'ailleurs, ou encore un prédicat. C'est à l'une de ces 4 articulations typiques qu'il faut ramener le problème d'un débat. C'est la base de toute la dialectique aristotélicienne. Dans les 8 ouvrages qu'il lui consacre, Aristote détaille toutes les relations interconceptuelles qui peuvent exister dans le cadre de ces articulations typiques et donne les règles définissant chacune d'entre elles. Il explique ainsi comment un concept doit se positionner par rapport à un autre,
pour en être le propre, l'accident, le genre ou la condition. Ou encore, quelles sont les erreurs facilement commises dans la mise en relation de deux concepts, et pour chacune d'elles, ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on veut établir cette relation, kataskenatsein, ainsi que ce que l'on peut entreprendre pour la démonter, anaskeatsein, lorsque ce procédé est utilisé par l'adversaire. Il appelle topos, ou locus en latin, chacune de ces règles, ou chacune de ces relations interconceptuelles, et expose en tout 382 topoi, d'où le nom de topique, habituellement donné à son texte. Il l'assortit encore de quelques règles générales sur le débat, loin toutefois d'être exhaustive. Le topos n'a donc rien de purement matériel. Il ne se réfère pas à un objet ou à un concept précis, mais concerne toujours une relation entretenue au sein de classes entières de concepts, relation qui peut être donc partagée par un très grand nombre de concepts, pour peu que le rapport qui les lie soit compris dans une des 4 articulations typiques exposées précédemment, ce qui est le cas dans tout débat. Et ces 4 articulations typiques peuvent à leur tour être subdivisées en sous-catégories. L'analyse reste donc ici, dans une certaine mesure, formelle, sans doute moins formelle que dans la logique, étant donné qu'elle prend pour objet le contenu des concepts, mais ce de façon toujours formelle. En effet, elle indique comment le contenu d'un concept A doit se positionner par rapport au contenu du concept B pour en devenir le genre, le propre, l'accident ou la condition, ou bien comment il doit se positionner par rapport aux sous-catégories que sont par exemple l'antinomie, antikeimeon, cause et effet, présence et absence, etc. C'est autour de ce positionnement que devrait tourner tout débat. La plupart des règles indiquées par Aristote à propos de ces positionnements, et qu'il nomme topoi, appartiennent à la nature même des relations interconceptuelles, dont chacun est intuitivement conscient, comptant également sur son adversaire pour les suivre de lui-même, à l'image de ce qui se passe sur le terrain de la logique. Et il est plus facile de suivre ces règles dans un cas donné ou de constater qu'elles sont bafouées que de se souvenir des topoi abstraits édictés à leur sujet. Ce qui limite l'intérêt pratique de la dialectique aristotélicienne. Il ne dit presque que des choses allant de soi, dont le bon sens tiendra compte de lui-même. Exemple. Quand on attribue un genre à quelque chose, il faut aussi lui attribuer une espèce de ce genre, faute de quoi l'affirmation est erronée. Par exemple, on affirme que l'âme possède le mouvement. Dès lors, il est forcément possible de lui attribuer un mouvement particulier, le vol, la marche, la croissance, le rétrécissement, etc. Si non, elle ne possède alors pas le mouvement, ce à quoi on ne peut attribuer d'espèce, on ne peut lui attribuer de genre. Voilà notre topos. Ce topos sert autant à étayer son argumentation qu'à démonter celle de l'autre. C'est le 9e topos. Et à l'inverse, s'il est impossible d'attribuer un genre, il le sera tout autant d'attribuer une espèce. Par exemple, quelqu'un aurait mal parlé à un autre. Prouvons qu'il n'a pas parlé du tout, et ce qui précède n'a jamais eu lieu, l'espèce ne pouvant exister sans le genre. Dans la rubrique dédiée au propre, le topos 215e dit « En premier lieu, pour démonter l'argumentation adverse, si l'adversaire attribue à quelque chose un caractère propre qui ne soit perceptible que par les sens, cette attribution est mal faite, car la sensation est sujette à caution dès lors qu'on quitte le domaine du sensible. Par exemple, s'il attribue au Soleil la particularité d'être l'astre le plus lumineux qui tourne autour de la Terre, cela ne vaut rien, car on ignore si, une fois couché, il continue à tourner, puisqu'il quitte le domaine du sensible. Deuxièmement, pour étayer son argumentation, est correctement établi un caractère particulier qui ne peut être connu des sens, ou s'il est connu d'eux, dont l'existence est absolument nécessaire. Par exemple, on pourra attribuer comme particularité à la surface qu'elle possède d'abord une teinte. Ceci est certes une caractéristique sensible, mais de toute évidence permanente, et donc juste. Voilà qui devrait vous donner une idée de la dialectique aristotélicienne. Elle ne me semble pas avoir atteint l'objectif recherché. J'ai donc voulu m'y prendre autrement.
Les topiques de Cicéron sont une pâle et insipide copie de ceux d'Aristote, rédigés de mémoire. Cicéron n'a aucune notion claire de ce qu'est un topos ou de sa finalité, et divague librement à partir d'éléments disparates qu'il a sortis généreusement d'exemples juridiques. Il s'agit là d'un de ses écrits les plus médiocres. Pour fonder la dialectique en toute rigueur, il faut donc faire abstraction de la vérité objective, qui relève de la logique, en considérant la dialectique uniquement comme l'art d'avoir toujours raison, chose qui est certes d'autant plus facile qu'on a effectivement raison. Mais la dialectique, en tant que telle, a pour seule tâche d'expliquer comment se défendre contre tout type d'attaque, tout particulièrement contre les attaques malhonnêtes, et comment, en retour, attaquer les affirmations d'autrui, sans se contredire, ni, plus important encore, être réfuté. Il faut marquer une franche séparation entre la recherche de la vérité objective et l'art de rendre ces propositions recevables. La première est du domaine d'une activité tout autre, pragmateia. C'est l'œuvre de la faculté de juger, de la réflexion, de l'expérience, et elle ne requiert pas un art particulier en la matière, tandis que la seconde est le but de la dialectique. On a pu définir cette dernière comme la logique de l'apparence, ce qu'il faut, car elle ne serait alors valable que pour défendre des énoncés erronés. Or même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre sa position, et il est nécessaire d'avoir connaissance des coups bas avant de pouvoir les parer, voire d'en maîtriser l'usage afin de pouvoir battre l'ennemi par ses propres armes. Voilà la vérité objective dans cette perspective dialectique qui doit être laissée de côté ou considérée comme contingente. Et l'on doit se contenter, toujours dans cette perspective dialectique, de veiller à défendre ses propositions et à réfuter celles d'autrui. Dans les règles de ce combat, on ne doit en aucun cas tenir compte de la vérité objective, ne serait-ce que parce qu'on ne sait généralement pas où elle se trouve. Souvent, on ignore si l'on a raison ou pas. Souvent, on croit avoir raison, mais à tort. Et souvent, les deux parties estiment avoir raison, car la vérité est au fond du puits. Veritas est in puteo, en buto et aletheia, à en croire Démocrite. Quand s'initie un débat, chacune des parties croit généralement être dans le vrai. Puis toutes deux se mettent à douter. Seule l'issue est censée établir, entériner la vérité. La dialectique n'a donc pas à s'aventurer sur ce terrain, pas plus que le maître d'armes ne prend en compte qui des deux duellistes était dans son droit dans la querelle initiale. Toucher, parer, c'est tout ce qui importe, et il en va de même pour la joute de l'esprit qui est la dialectique. Ce n'est que dans cette acception qu'il sera possible d'en faire une discipline à part entière. En effet, si nous nous fixons comme objectif la pure vérité objective, nous revenons à la seule logique. Si nous nous fixons en revanche comme objectif la démonstration de propositions erronées, nous tombons dans la sophistique pure. Et dans un cas comme dans l'autre, encore, faudrait-il supposer que nous sachions déjà ce qui est objectivement vrai et objectivement faux. Mais il est rare qu'on en ait la certitude à l'avance. La vraie définition de la dialectique est donc celle que nous venons d'établir. Une joute de l'esprit livrée pour avoir raison dans le débat. Le terme éristique serait cependant plus adéquat, et plus encore celui de dialectique éristique, dialectica eristica. Et elle a une utilité majeure, c'est à tort que la modernité l'a négligée. Ainsi donc, la dialectique, au sens où nous l'entendons, doit consister à passer en revue et ordonnancer de façon systématique les techniques naturellement utilisées par la plupart des hommes, lorsqu'ils constatent au cours d'un débat qu'ils ne sont pas du côté de la vérité, pour continuer à avoir malgré tout raison. Aussi, il serait particulièrement inapproprié de tenir compte de la vérité objective dans la science de la dialectique, puisque la dialectique innée et naturelle décrite précédemment n'en tient pas compte, visant simplement à avoir toujours raison. Par conséquent, la science de la dialectique, au sens où nous l'entendons, a pour principale mission d'établir la liste des stratagèmes de la mauvaise foi et de les analyser afin qu'en situation réelle de débat, on puisse les identifier instantanément et les déjouer.
Voilà pourquoi la définition de la dialectique ne doit admettre comme but final que le fait d'avoir toujours raison et non la vérité objective. Je n'ai pas connaissance d'un quelconque écrit à ce sujet, bien que je n'ai pas lésiné sur les recherches. Nous avancerons donc en territoire inexploré. Pour arriver à nos fins, il faudra puiser dans l'expérience, se pencher sur le choix de tel ou tel stratagème, dans les débats récurrents, par tel ou tel parti, en ramenant du particulier au général divers stratagèmes se déclinant sous différentes formes, afin d'établir un certain nombre de stratagèmes généraux qui seraient alors exploitables tant pour remporter le débat que pour les déjouer lorsqu'ils sont utilisés par autrui. Ce qui suit en est la première tentative. La base de toute dialectique. Avant toute chose, il est nécessaire de définir ce qui se joue dans tout débat, d'en cerner le fondement. L'adversaire, ou nous-mêmes, c'est égal, a énoncé une thèse. Pour la réfuter, il y a deux modes et deux méthodes possibles. Ad rem est le premier des modes, et ad hominem, ou ex concessis, est le deuxième. Autrement dit, soit nous montrons que la thèse ne concorde pas avec la nature des choses, c'est-à-dire avec la vérité absolue et objective, ou bien qu'elle ne concorde pas avec ce que l'adversaire peut affirmer ou concéder par ailleurs, c'est-à-dire avec la vérité relative et subjective. Dans ce dernier cas, nous confondons notre adversaire de manière subjective, sans rien prouver en matière de vérité objective. La réfutation directe est le premier des méthodes, et la réfutation indirecte la deuxième. La réfutation directe s'attaque au fondement même de la thèse, la réfutation indirecte aux conclusions qu'on peut en tirer. La réfutation directe montre que la thèse n'est pas vraie, tandis que la réfutation indirecte montre que la thèse ne peut pas être vraie. En cas de réfutation indirecte, il existe deux manières de procéder. Soit nous montrons que les fondements du raisonnement adverse sont erronés, soit en réfutant sa proposition majeure, nego majorem, soit en réfutant sa proposition mineure, nego minorem, soit nous les admettons, tout en montrant qu'ils ne réunissent pas les conditions de la conclusion, et nous nous en prenons alors au lien de conséquence, c'est-à-dire à l'aspect formel de la conclusion. La réfutation indirecte emploie soit l'apagogie, soit l'instance. L'apagogie ou raisonnement par l'absurde. Nous supposons la validité d'une proposition, puis nous l'articulons à une autre proposition dont la validité a été admise. Si cela aboutit à une conclusion manifestement erronée, en cela qu'elle contredit soit la nature des choses, soit les autres affirmations de l'adversaire, autrement dit en cela qu'elle est fausse ad rem ou ad hominem, Socrate dans l'Hippias majeur et autres textes, alors la première proposition était fausse elle aussi, car des prémices vraies ne peuvent donner que des énoncés vrais, même si des prémices fausses ne donnent pas que des énoncés faux. L'instance, enstasis, ou contre-exemple. Ce procédé consiste à réfuter un énoncé général en s'appuyant sur les cas particuliers qui l'englobent, mais pour lesquels l'énoncé n'est pas valable. Il est dès lors nécessairement faux. Voilà la trame de fond, le squelette auquel tout débat peut être réduit. Parfois, le débat suit cette trame scrupuleusement, mais parfois il la contrefait et ne la suit qu'en apparence. Parfois, l'argumentation est fondée, mais parfois elle est spécieuse. Et c'est justement parce qu'il est difficile de dégager quelques certitudes de tout cela que les débats sont si longs et obstinés. Quand bien même nous y serions contraints, nous sommes dans l'incapacité de distinguer le vrai de l'apparent, pour la simple et bonne raison que les disputants eux-mêmes n'en ont jamais la certitude à l'avance. C'est la raison pour laquelle je livre les stratagèmes suivants sans tenir compte de qui a objectivement raison ou tort. En effet, on ne peut pas en avoir soi-même la certitude. Ce n'est qu'à l'issue du débat que l'affaire sera entendue. Par ailleurs, il est nécessaire, et cela est valable pour toute discussion ou argumentation, de s'accorder sur un principe. Chacun devra émettre une opinion sur la question posée. Il n'y a pas à discuter avec quelqu'un qui discute des principes. Contra negantem principia non est disputandum.
Fragments. Voici le premier de ces fragments. Chez les anciens, déjà, logique et dialectique étaient employés indifféremment, bien que les termes logitestai, considérer, réfléchir, calculer, et dialegestai, converser, désignent deux choses tout à fait distinctes. Le premier emploi du terme dialectique, dialectike, également décliné sous ses formes dialectike pragmateia, et dialectikos aner, homme de dialectique, remonte à Platon comme le rapporte Diogène Laërce. On retrouve notamment le terme dans Phèdre, le sophiste, et dans le livre 7 de la République, où chaque fois il désigne l'usage normé de la raison, ainsi que l'habileté en ce domaine. Aristote lui donne le même sens, mais d'après Laurent Vaillat, il est par ailleurs le premier à employer dans cette même acception le terme logique, logike. On recense les emplois suivants. Logikas duskerias, difficulté logique. Protasis logiken, prémisse logique. Aporian logiken, aporie logique. Le terme dialectique serait donc plus ancien que le terme logique. Cicéron et Quintilien attribuent au terme latin dialectica et logica la même signification globale. En voici une occurrence tirée des premières académiques de Cicéron. Dialecticam inventam esse, veri et falsi quasi disceptatricem. La dialectique a été inventée pour distinguer le vrai du faux. Et une autre occurrence tirée du chapitre 2 de ces topiques, Stoici enim judicanti vias diligenter persecutis sunt, ea scientia, quam dialecticen appellant. Les stoïciens ont soigneusement étudié les méthodes du jugement et cette science, ils l'appellent la dialectique. Chez Quintilien, on trouve itaque aec pars dialecticae, sive illam disputatricem dicere malimus. C'est pourquoi cette partie de la dialectique, ou comme nous préférons l'appeler, l'art de la dispute, c'est donc le terme disputatrix, qui est à ses yeux l'équivalent latin du terme repris en grec. Tout cela nous est rapporté par Pierre de la Ramée dans sa dialectique de 1569. Tandis que le Moyen-Âge et l'époque moderne continuent à assimiler logique et dialectique, Kant et certains de ses contemporains donnent une connotation péjorative au terme dialectique, qui désigne pour eux l'art de la controverse sophistique. On commence alors à lui préférer le terme logique, moins connoté. Mais à l'origine, les deux termes désignent bel et bien la même chose, et la confusion perdure dans les esprits. Voici le deuxième fragment. Il est regrettable que les termes logique et dialectique aient de tout temps été employés comme synonymes, et que je n'ai de ce fait pas vraiment la liberté de les distinguer comme je le souhaiterais, c'est-à-dire de définir la logique, qui vient de logitestai, considérer, calculer, terme lui-même dérivé de logos, la parole ou la raison, qui sont indissociables, comme la science des lois qui régissent la pensée, autrement dit la science des méthodes de la raison, et la dialectique, qui vient de dialegestai, converser. Précisons toutefois qu'une conversation a pour objet soit des faits, soit des opinions. Elle est donc soit narrative, soit délibérative, comme l'art du débat. Il apparaît donc que la logique a un objet définissable a priori, autrement dit sans intervention empirique. Il s'agit des lois de la pensée et des procédés de la raison, ou du logos, suivis par cette dernière lorsqu'elle se retrouve, libre de toute contrainte extérieure, face à elle-même. C'est en somme ce que met en œuvre la pensée autarcique d'un être raisonnable, sans rien pour l'induire en erreur. La dialectique, en revanche, traiterait d'une communauté de deux êtres raisonnables qui en tant que tels pensent ensemble, ce qui dès lors qu'ils ne s'accordent pas comme deux pendules bien réglés, donne lieu à un débat, c'est-à-dire une lutte de l'esprit. En tant qu'êtres de raison pure, les deux individus sont censés s'accorder. Leurs divergences sont le fruit de l'hétérogénéité naturelle des individus et constituent en cela un élément empirique. La logique, ou science de la pensée, c'est-à-dire des procédés de la raison pure, serait donc quelque chose qu'on peut élaborer purement a priori. La dialectique, en revanche, ne peut pour l'essentiel être élaborée qu'a posteriori,
en s'appuyant sur les connaissances que nous fournit l'expérience à deux propos. D'une part, à propos des infléchissements subis par la pensée pure sous l'effet des individualités hétérogènes des deux êtres raisonnables qui se font face, et d'autre part, à propos des moyens utilisés par l'un et l'autre pour imposer leur pensée individuelle comme la seule qui révèle de la raison pure et la seule qui soit objective. En effet, il est quelque chose d'ancré dans la nature humaine. Si A et B font œuvre de pensée commune, dialogue, autrement dit s'ils se livrent leurs opinions, exclusion faite donc des formes narratives de dialogue, et que A découvre que l'opinion de V diverge de la sienne pour un même objet, il ne commencera pas par réviser sa pensée pour trouver l'erreur, mais la supposera au contraire dans la pensée adverse. En somme, l'homme veut par nature avoir toujours raison. Et le résultat de ce trait de caractère est justement l'objet de la discipline que je nommerai dialectique, ou plutôt dialectique éristique, pour éviter toute confusion. Et dans cette optique, on peut la considérer comme la doctrine des procédés dictés à l'homme par sa volonté naturelle d'avoir toujours raison.